Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité, Jonathan Chabert, il est paysan, maraîcher, il est également militant à la Confédération paysanne et il est venu exprès au micro de Bretagne 5 ce matin en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, Jonathan Chabert, beaucoup d'actualités dans l'agriculture aujourd'hui et dans la paysannerie. On peut dire ce terme de paysannerie aujourd'hui. J'aurais voulu vous entendre, Jonathan Chabert, sur l'agriculture paysanne précisément et la filière bio qui souffre beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette filière bio aujourd'hui ? Eh bien, il se passe que depuis fin 2020, on va dire début 2021, plusieurs indicateurs nous ont montré qu'il y avait un décrochage de la consommation, que les citoyennes et les citoyens subissaient diverses crises économiques, l'inflation, la spéculation sur l'énergie, et ainsi de suite, qui donc ont commencé à pénaliser depuis 2021 le choix que nous pouvions faire les uns les autres à acheter bio. Et donc depuis 2021, nous avions commencé à alerter le ministère. 2022, les voyants ont commencé à aller au rouge sur certaines filières, les fruits et légumes, la viande, le lait, et on voyait ce décrochage. Donc nous avons averti le ministère qu'il fallait faire quelque chose tout de suite. Nous n'avons pas été entendus. En septembre 2022, nous avons remis le couvert, parce que là les signaux étaient écarlates, et les interprofessions nous validaient nos chiffres, nous validaient nos ressentis et nos informations. Toujours pas écoutés. Et début 2023, le gouvernement a annoncé une première vague d'aide. À peu près 100 fois inférieure à ce qu'il fallait, à peu près. Donc forcément, ça allait passer à côté de l'objectif, c'est-à-dire éviter des banqueroutes, éviter l'arrêt d'activité de producteurs bio engagés donc pour la défense de la qualité de l'eau, du climat et de nourrir sainement nos concitoyens. Donc évidemment, ça n'a pas suffi, ça s'est vu. Donc le gouvernement a eu peut-être un début de bonne idée en faisant une seconde enveloppe, mais tout aussi insuffisante. Et avec des critères complexes qui empêchent beaucoup d'agriculteurs de pouvoir y accéder. Donc la filière bio, par la non-intervention de l'État, amplifie la crise que subissent les consommateurs que nous sommes, les citoyens que nous sommes, pour pouvoir éviter des arrêts d'activité. Il y en a eu beaucoup, des arrêts d'activité, c'est revenu vers vous ? C'est complexe de donner un chiffre parce que, comme on dit, le silence des campagnes est puissant. Mais factuellement, nous en avons vu, oui. Il y a une grande détresse finalement de la filière bio aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, nous manifestons et nous avons manifesté avec la Confédération paysanne et ses partenaires, le GAB en particulier, par rapport à cette filière. Mais c'est l'ensemble du monde agricole qui souffre. Je voudrais vraiment le souligner. Les filières conventionnelles ne sont pas à l'abri et sont passées quand même très près d'un danger imminent. Que ce soit les producteurs de volailles avec la grippe aviaire, que ce soit bio ou pas bio, la grippe aviaire, quand elle arrive dans un élevage, elle détruit tout, qu'on soit en bio ou pas. La filière porcine, c'est quand même extrêmement mal porté, notamment lié à la guerre en Ukraine en 2021, et sans les 300 millions d'euros de l'État, je ne sais pas combien de producteurs de porc il y aurait aujourd'hui. Je pourrais continuer ainsi de suite avec l'ensemble des filières agricoles. Je dis bien l'ensemble des filières agricoles. Donc la filière biologique subit une des plus grandes crises de son histoire par un décrochage de la consommation lié à un contexte économique. C'est trop cher, je pose une question qui va peut-être fâcher, mais c'est trop cher le bio aujourd'hui, ou au contraire il faut aider les consommateurs à aller vers le bio Je dirais que le prix de l'alimentation n'est pas assez cher. C'est-à-dire, je précise, que l'alimentation et les produits alimentaires ne sont pas rémunérés à leur juste prix. Ce pourquoi il y avait un système de compensation de ce prix non rémunérateur par des systèmes de subvention pour éviter aussi des arrêts d'activité et une alimentation inaccessible. Donc on a une absolue nécessité d'aide aujourd'hui à la consommation autant qu'à la production. Et ce système, ça s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et c'est ce que nous promouvons à la Confédération paysanne, c'est-à-dire la capacité pour les citoyennes et les citoyens que nous sommes de pouvoir avoir une alimentation choisie et de qualité assurée par un montant minimal mensuel qui subventionnera de facto en même temps l'agriculture pour sa transition agroécologique, pour les services rendus à la santé et ainsi de suite. Et entre deux, les subventions permettent de monter progressivement, si je puis dire, en gamme. Entendons-nous bien, j'ai pas l'intention de vendre mes légumes 40 fois plus parce que j'ai envie de le faire, non. Mais il y a des moyens d'aller vers une transition et de garantir la rémunération des travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés, et évidemment de chacun et de chacune.
Voilà, avoir une forme d'équilibre qui profite à tous, finalement. Il y a aussi la question des saisons. Alors, on n'en parle pas beaucoup à la radio ou à la télévision. On a ces légumes qui arrivent, on mange des fraises en décembre, on mange des tomates tout au long de l'année aujourd'hui. Ça pose aussi la question de la production, parce que j'imagine qu'en agriculture bio, eh bien, les fraises, on n'en produit pas en décembre. La nature a son cycle de vie, si je puis dire, logique, à plus ou moins 15 jours selon les saisons. Donc c'est notre base en agriculture paysanne et biologique, et j'ai envie de dire dans toute l'agriculture d'un point de vue général. La désaisonnalité, c'est un mot un peu barbare, ça contribue en fait à avoir une couverture de marché. Ça répond in fine à un besoin industriel. Ça ne répond pas à un besoin de saison, ça ne répond pas à un besoin climatique. La France est relativement autonome en production, par exemple, de tomates, parce qu'elle a des serres hors sol, et donc des serres hors saison, chauffées au fioul, à l'électricité ou d'autres sources d'énergie. En agriculture paysanne, nous défendons le travail avec la nature et non pas contre elle. Donc en saisonnalisant la production, éventuellement avec de la transformation, on peut consommer des tomates toute l'année dès lors qu'on les a transformées, c'est pas un problème. Mais compte tenu des enjeux du climat que l'on a, des rapports divers et variés du GIEC et ainsi de suite, on a tout intérêt à travailler avec la nature et donc de trouver des systèmes pour avoir des productions les plus locales possibles, les plus saisonnières possibles, ce qui n'empêche évidemment pas d'avoir, je ne sais pas moi, des oranges ou des clémentines corses, par exemple. Elles correspondent à un climat particulier. Par exemple. Est-ce qu'il faut aussi informer le consommateur qui a pris des mauvaises habitudes quelque part, parce que jadis, dans mes souvenirs, je ne crois pas être si vieux que ça, on mangeait pas de fraises en décembre. Je suis pas très vieux non plus. Mais vous non plus alors. Si, je mangeais des fraises mais en confiture Voilà. en décembre. Mais blague à part, oui, on peut toujours distribuer autant de calendriers qu'on veut. Je ne mettrai jamais ou je n'accuserai jamais des consommateurs qui se tromperaient. Non, il y a une stratégie de publicité massive qui induit à consommer hors saison et qui induit à faire ces choix-là dans un contexte où la production agricole n'est qu'un substrat de l'industrie. Donc in fine, si on désindustrialise, on va avoir aussi cet effet mécanique de resaisonnalité. Et je suis persuadé que les populations sauront éplucher une pomme de terre ou faire une ratatouille. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Ce qui me préoccupe plus, c'est de savoir qu'il y a entre 10 et 16 millions, je suis très prudent sur ces chiffres-là parce qu'ils m'inquiètent et j'espère que je me trompe, mais 10 millions, je suis sûr, de 10 millions de personnes, 10 millions d'entre nous, je dis bien d'entre nous, qui ont besoin de l'aide alimentaire tous les jours, en France, tous les jours. Et ça me préoccupe beaucoup plus de savoir comment les gens peuvent se nourrir. Enfin, en l'occurrence, la palissade. Ça me préoccupe beaucoup plus, parce que c'est des gens qui ont faim, ce sont des gens qui, sans l'assistance alimentaire, ne mangent pas. Ça me préoccupe beaucoup plus. On va glisser un petit peu sur la politique. Il y a beaucoup de précarité aujourd'hui, une précarité qui galope avec cette inflation qui galope elle aussi. Les gens ont du mal finalement à se nourrir, hein. C'est votre préoccupation, ont du mal à se loger aussi, c'est le cas ici en particulier en Bretagne mais dans d'autres régions, et à payer leur électricité. Est-ce que demain on peut imaginer qu'on fasse une espèce de forme de sécurité alimentaire, un système de sécurité alimentaire? Vous parliez tout à l'heure d'une sécurité sociale alimentaire. Est-ce qu'il y a urgence à le faire pour que tout le monde puisse se nourrir décemment? Il y a urgence à le faire. On peut utiliser une image, c'est de se dire, après la crise de 29, il y a eu deux choix. Il y a eu le New Deal aux États-Unis avec Roosevelt, il y a eu le Front populaire en 1936. Et il y a eu des choix qui ont été faits de se dire, on réduit le temps de travail, on fait des chantiers massifs et ainsi de suite pour créer un monde nouveau et pour créer quelque chose qui reconstruise en fait le monde et d'avoir un autre paradigme. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le programme du Conseil national de la résistance qui est quand même assez étoffé et notamment un plan complet de sécurité sociale dans un pays en ruine, par terre. Qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé la solidarité nationale, on a proposé la fraternité. Et je crois que c'est aujourd'hui aussi l'urgence de proposer une nouvelle forme peut-être, de fraternité et de se dire qu'on peut avoir la capacité, par cette sécurité sociale de l'alimentation, de proposer un nouveau paradigme agricole qui s'appelle l'agriculture paysanne et de garantir l'accès à l'alimentation pour toutes et tous. Ça paraît un palier inaccessible parce que générer 500 milliards d'euros de recettes, parce que avoir une carte qui permet d'avoir 150 € par mois, ça a l'air surréaliste.
Et j'ai envie de dire... C'est pas finalement le modèle libéral comme on peut l'imaginer aujourd'hui. C'est pas tellement ça. Et début 2020, si je vous avais dit vous allez mettre vos slips sur la bouche et faire des papiers pour aller sortir votre chien, vous m'avez dit c'est fou. Mais c'est arrivé. Donc j'ai envie de dire, si ça s'est arrivé, on peut créer un autre monde aussi. C'est une question de volonté finalement, de volonté politique aussi. Alors la volonté politique se déplacera parce qu'il y a une volonté populaire. Et cette volonté populaire, elle peut être suffisamment forte pour l'exiger. Je dis bien l'exiger, et pas uniquement la demander gentiment. Il peut y avoir des étapes, notamment pour aider à la transition agricole. Les subventions, je l'ai dit tout à l'heure, sont une étape. Et un outil qui a été très précis, vous me direz que je fais une digression. Mais la parole est libre. La parole est libre. Ce sont les mesures agro-environnementales, c'est un terme barbare, les MAEC, qui ont été mis en place, bon an mal an, il y a une vingtaine d'années, au travers différents budgets. Donc ce sont des contrats avec l'État, où les agriculteurs s'engagent à réduire leur traitement, s'engagent à réduire leur maïs, s'engagent à faire des prairies, ainsi de suite. Il y a différentes lignes. Et aujourd'hui, l'État, j'ai envie de dire, n'est pas victime, mais est dépassé par la volonté des paysans à changer de système, est dépassé par les paysans qui souhaitent maintenir leurs prairies, préserver la qualité de l'eau, préserver la qualité de l'air, etc. Et donc, il n'y a pas assez de budget. L'État n'a pas assez en laver. Donc il y a une menace réelle pour ces paysannes et ces paysans de voir un appui concret à cette transition être supprimé. Et si on supprime cet appui-là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir, on peut dire la liste, des arrêts d'activité, des gens qui vont repasser en conventionnel, qui vont refaire du maïs, et ainsi de suite. Donc il y a une urgence pour l'État d'assumer et d'engager sa responsabilité. Les paysans le font, les paysans ont pris des MAE, pas loin de 4000 en Bretagne, si je ne m'abuse. Donc il y a vraiment une nécessité que l'État tienne ses engagements. Et nous allons lui faire respecter. Voilà, vous arrivez à discuter avec les représentants de l'État, à faire passer ces messages? Bien sûr, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais très régulièrement. Maintenant, entre leur dire et qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est autre chose. Voilà. Mais nous allons avancer. On vous le souhaite en tout cas. Jonathan Chabert, il y a aussi les grandes préoccupations. Vous avez évoqué tout à l'heure, en parlant des saisons, ce changement climatique. On y est maintenant, c'est pas un effet de l'esprit, on y est. Comment continuer à travailler avec la nature, alors que la nature elle-même change? Est-ce que ça change aussi vos méthodes de travail, votre approche? Vous avez répondu à la question, c'est-à-dire qu'on travaille avec elle. Donc s'adapter en permanence, c'est le travail du paysan. Le meilleur endroit pour stocker l'eau, c'est dans le sol. C'est dans le sol lui-même. C'est dans le sol lui-même. Un sol qui est riche en humus, un sol qui est riche en carbone, il stocke plus d'eau. Ça, c'est factuel et c'est mesuré. Donc plus un sol est riche en humus, plus un sol est riche en carbone, plus il stocke l'eau. Et il le stocke efficacement, très efficacement. On l'a encore vu l'année dernière. Tous les systèmes autonomes, les systèmes pâturants, les fermes où il y avait des haies, une forte densité, ont gagné des semaines de fourrage. Mais je dis bien des semaines et des semaines de fourrage. Quand vous gagnez 1 mois et demi, 2 mois de fourrage, parce que vous avez ce pâturage tournant, un élevage extensif, des haies, c'est efficace. Je dis bien, c'est efficace. C'est pas une solution miracle, mais c'est efficace. Alors sur l'eau, on va y revenir. Juste un mot sur le modèle agricole. Alors, on parle beaucoup du modèle agricole breton, on pourrait parler du modèle agricole français peut-être. J'ai posé la question bien souvent à quelques interlocuteurs politiques. Est-ce qu'il faut le changer, ce modèle agricole, mais le changer avec les agriculteurs, avec les paysans? Est-ce que finalement ces deux mondes de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture paysanne arrivent à discuter? Alors, plusieurs questions dans la question. Changer un modèle agricole sans les paysans, c'est un petit peu la conduite du gouvernement en voulant imposer la robotique génétique électronique, c'est-à-dire remplacer les hommes par des machines. Donc ça, on n'est pas du tout d'accord avec ça, déjà pour commencer. De deux, effectivement, faire évoluer un système, c'est le faire évoluer avec les personnes qui y sont pour les maintenir, pour les multiplier. Donc c'est vraiment avec les gens qu'il faut évoluer, non pas en imposant, mais en trouvant des modèles convaincants et qui donnent des atouts, qui donnent des envies. J'ai parlé des MAE tout à l'heure, on pourrait parler de l'autonomie au travers les travaux de l'atelier paysan et ainsi de suite. Je pourrais faire une déclinaison assez large. Ces deux mondes paysans, ils arrivent à se parler quand même? Bien sûr, oui. Bien sûr qu'on discute, bien sûr. Bien sûr, c'est pas compliqué ça. Il y a une évolution quand même, vous sentez une évolution, même dans l'agriculture conventionnelle, vous sentez qu'il y a une évolution des mentalités?
Ça dépend le sens de votre question. Voilà, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, on va aller vers une agriculture peut-être plus saine, avec moins de produits phytosanitaires, on parlait des haies tout à l'heure, est-ce que même dans l'agriculture conventionnelle, aujourd'hui, on se dit, voilà, il faut remettre des haies dans les champs? Comment dirais-je? Je vais essayer de prendre une formule à peu près claire. Un agriculteur, prenons un exemple, un producteur ou deux producteurs de lait, qui a un peu de porc, un peu de volaille. Dans quelle configuration est-il? Il est dans une configuration où les marchés mondiaux le mettent en concurrence avec ses voisins brésiliens, ils le mettent en concurrence avec ses voisins néo-zélandais, même si c'est quelques kilomètres entre les deux. Donc il se dit quels atouts moi je peux faire pour me protéger. Je vais essayer de m'agrandir parce que il faut se bagarrer sur le marché. Je dois utiliser des pesticides parce que chez eux ils y ont droit et moi pas. Donc il faut que je me bagarre par rapport au prix des céréales. Les céréales sont sur les marchés mondiaux. Le paysan, il est dans cette configuration-là. Et comment faire, in fine? Comment faire? Il a choisi une voie d'avoir 2 ou 3 productions sur sa ferme pour essayer d'assurer ses arrières, de se dire si le lait ne va pas bien, les volailles peuvent prendre le relais, ainsi de suite. Nous proposons à la Confédération paysanne vraiment un modèle serein, un modèle qui permette de vivre de son métier. Première chose, c'est, je n'ai pas peur des mots, le protectionnisme. Les prix minimums d'entrée sont une mesure efficace afin d'éviter les distorsions de concurrence liées aux importations. Donc c'est-à-dire que le lait qui arriverait sur le marché national ou la volaille, elle est au niveau du prix de revient français. Il n'y a plus de distorsion de concurrence. Donc, quel sera l'intérêt aussi pour les pays exportateurs de continuer, puisque de toute façon, ils ne pourront pas gagner sur la guerre des prix. Donc pour le paysan qui est sur la place, il dit, in fine, c'est au même prix, j'ai peut-être moyen d'avoir une production un peu plus qualitative. J'ai peut-être moyen de sortir des pesticides. C'est vertueux. Et au bout de la chaîne, j'en ai parlé tout à l'heure, de la sécurité sociale de l'alimentation, donc avoir la garantie de pouvoir sortir de ce système où il est verrouillé. Donc voilà, c'est un système global que nous proposons pour sortir de cette guerre des prix. Pour prendre des situations plus concrètes, même si j'ai beaucoup de choses à dire contre elle, la PAC a proposé des transitions, justement pour préserver les haies, pour la biodiversité, pour les rotations, etc. Et je l'ai dit, je crois, une fois dans ce studio, j'observe très concrètement des gens qui changent de pratique. Je vois des engrais verts en train d'être semés, en train d'être réalisés. Je vois des rotations s'élargir. Je vois des gens qui commencent à se poser des questions. Bien sûr qu'il y a toujours cette folie à l'agrandissement. Bien sûr, il y a toujours cette folie de vouloir se surendetter pour avoir le plus gros tracteur, pour défiscaliser. Je la vois également. Je vois des gens qui ont peur. Et donc c'est d'essayer de trouver des réponses pour tout ce monde-là. Et c'est pas toujours facile, mais au moins que le plus grand nombre puisse passer l'année et d'avoir cette expectative de se dire, puisque nous avons cette échéance également de la transmission des fermes, d'ici une dizaine d'années, que les fermes puissent être transmises à un outil de travail sur lequel on a travaillé pendant 30 ans, on n'a pas envie que ça parte en pièces détachées. La région s'engage, alors je ne sais pas quel est votre regard là-dessus à la Confédération paysanne, mais la région Bretagne s'engage beaucoup sur la transition paysanne, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en tout cas la transmission des fermes. Est-ce que c'est une bonne chose que la région, j'allais dire, mette la main à la pâte quelque part? C'est eux qu'il faut poser la question. Non mais pour vous, en tant que paysan. Bien sûr, évidemment, l'engagement de l'État ou d'une région vis-à-vis de ce biais-là, c'est fondamental. C'est fondamental puisque c'est un enjeu non seulement économique, social, environnemental, c'est toute une chaîne. Vous connaissez le poids de l'agriculture dans notre région. Imaginez si la moitié des paysans disparaissent dans 10 ans, il va se passer quelque chose, je pense. Donc soit les chemins, j'ai parlé du New Deal tout à l'heure, ou des conséquences de 1929, le paysage est ouvert. Soit on va uniquement vers une production de méthane en Bretagne, je ne vous raconte pas les problèmes environnementaux, d'odeur et d'emploi que ça va générer. Soit le modèle actuel continue sa course avec plus de suicides, plus de dégâts environnementaux, moins de rémunération paysanne, etc. Soit on embraye et on engage la transition, et la région Bretagne semble sensible à cela. Je dis bien semble, puisqu'il peut toujours se passer des choses au niveau du conseil régional. Les changements politiques peuvent intervenir. Les changements politiques peuvent intervenir, mais la voie qu'elle a engagée
de maintien de l'agriculture, de maintien des mesures agro-environnementales. Oh, je vais y arriver. Pardon. Oui, allez-y. De maintien de cette subvention qu'on appelle le maintien de l'agriculture biologique, donc qui est un budget breton, c'est une voie vraiment pertinente et intéressante. Le fait est qu'elle s'engage sur la MAE et qu'elle doit continuer à s'engager à le faire. C'est une chose très importante, mais attention aux transitions, dans le sens, plus elle s'engagera sur la méthanisation, plus elle s'engagera sur une voie avec moins de paysans. Il nous reste 2 petites minutes, Jonathan Chabert. J'aurais voulu vous entendre, on a abordé le problème de l'eau tout à l'heure, je voulais qu'on y revienne parce que j'ai cru comprendre que les bassines, c'était pas tellement votre truc, comme on dit, un peu de façon cavalière. L'eau, il faut la stocker, il faut aujourd'hui l'économiser. On pointe souvent du doigt l'agriculture et il faut aussi la rendre propre à la consommation. Or, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de pesticides et autres qui sont dans les rivières. Est-ce que cette transition dont vous parliez tout à l'heure va permettre aussi de retrouver une forme de qualité de l'eau, va aussi permettre d'économiser l'eau dans une époque où on va en avoir besoin? Je changerai la conjugaison du verbe. Elle permet d'améliorer la qualité de l'eau, elle permet d'améliorer la qualité de l'air, elle permet de stocker le carbone dans le sol et l'eau dans le sol. Effectivement, ça a été mesuré de façon très concrète. À partir du moment où vous avez des paysans sur des bassins versants qui remettent en place des prairies, des haies, des pâturages extensifs, moins de maïs, etc., vous avez factuellement, et je ne peux pas dire immédiatement, c'est pas une formule magique, mais factuellement une amélioration de la qualité de l'eau, une amélioration de la qualité de l'air, et donc une vivabilité plus tenable et plus soutenable. Vous avez tous les indicateurs disponibles pour le constater. Alors sur le glyphosate, et on terminera par là, on a vu que l'Union européenne souhaitait prolonger le glyphosate, enfin l'utilisation en tout cas du glyphosate, pour encore une dizaine d'années. J'imagine que ça vous a fait réagir. En mal, oui. Nous sommes pour la sortie des pesticides de synthèse dans la mesure où toutes les mesures sont prêtes pour ça. Or, on a la capacité de sortir du glyphosate, on a la capacité de sortir des pesticides chimiques de synthèse aujourd'hui, mais il faut le faire dans un contexte où tout est possible pour le faire. Donc effectivement, si vous accentuez les mesures de libre-échange, si vous supprimez les mesures agro-environnementales, si vous supprimez tout cela, il n'y a plus que ce recours, effectivement. Donc, à contrario, mettons en place toutes ces mesures protectionnistes, ces mesures de réduction des pesticides, et on peut sortir des glyphosates immédiatement. Et j'ai envie de dire, d'un claquement de doigts, on pourrait supprimer le glyphosate. Mais si les gouvernements prennent toute la direction inverse, forcément qu'ils vont le maintenir. C'est évident. Là, donc c'est une hypocrisie sans nom. C'est une promesse non tenue, comme parmi d'autres. Apparemment, c'est à l'échelle européenne à ce niveau-là. Les gouvernements, vous pensez, ont quand même une force de pression sur l'Europe pour... J'ai pas compris. Les gouvernements peuvent avoir une forme de pression sur l'Europe pour éviter qu'on prolonge le glyphosate. Mais évidemment. Encore heureux qu'ils ont une forme de pression. Il existe différents modes d'action des gouvernements vis-à-vis de l'Union. Divers choix peuvent être pris justement pour rappeler la souveraineté des États dans des décisions qui leur sont propres. Je pourrais prendre des exemples malheureusement trop extrêmes, mais malheureusement Viktor Orban s'assoit largement sur la déclaration des droits de l'homme, je crois, et l'Europe ne bouge pas le petit doigt. Et je pourrais montrer également l'Allemagne qui choisit, elle, une voie de transition agroécologique bien plus rapide, allant à l'encontre des traités notamment monétaires européens. Heureusement que les États restent souverains. Et c'est là-dessus que l'on va terminer. Jonathan Chabert, paysan, maraîcher, militant à la Confédération paysanne, qui est venu nous faire un petit peu le bilan de tout ce vaste chantier finalement qui attend l'agriculture et la paysannerie. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin pour parler d'agriculture. On avait envie d'ouvrir notre antenne à cette réflexion. Merci beaucoup et belle journée. Belle journée à vous, merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.